paresseux. Francis Gosselin. Si tu fais d'envoyer de l'argent à du monde qui gagne 98 000 par année... La rencontre, Barry Gosselin. Ah ben oui, la rencontre avec Francis Gosselin, notre économiste, et on va parler de l'agence américaine Fitch qui décote la dette américaine d'un cran. Donc, les Américains n'ont plus la cote triple A. Est-ce que c'est grave ou pas grave ou on s'en fout un peu? Ce n'est pas très grave. En fait, pourquoi on la donne alors? On la donne parce que ça donne une indication sur la qualité d'une dette, là, justement, d'un produit d'investissement. Il y a plusieurs cotes et donc il y a plusieurs agences, là, le Standard & Poor's, qui avait déjà d'ailleurs abaissé la cote de la dette américaine. La troisième, qui est Moody's, là, qui est très reconnue, ne l'a pas fait encore. Puis c'est vraiment le résultat d'analyses assez poussées, là, donc de la qualité d'une dette. T'sais, entre toi et moi, mettons, pour reconnaître que la dette d'un pays lointain, qu'on connaît peu, qui vit des choses un peu particulières, est bonne ou moins bonne, on va se fier à ça. Mais pour la dette américaine, tu comprends que toi et moi, puis monsieur, madame, tout le monde, on lit tous les jours ce qui se passe aux États-Unis. Fait que c'est pas un indicateur qui a la même importance dans la décision des prêteurs ou des gens qui achètent et vendent des bons du Trésor ou d'autres formules de dette. Par contre, ce que disent Moody's, puis ce que dit Standard & Poor's il y a quelques mois déjà, c'est que en fait, il y a des enjeux actuellement aux États-Unis, notamment en lien avec le politique. Là, puis je pense qu'il faut lire entre les lignes, là, M. Trump, là, puis son omniprésence. Ça fait peur. Ça fait peur pour la stabilité économique du pays, puis à la limite, la stabilité socio-économique. Là, si M. Trump était réélu, là, on s'entend que il y aurait probablement un petit bordel là, qui s'en suivrait. Là, puis je sais pas quelle forme ça prendrait. Là. Je veux pas avancer on sait qu'il y en aurait la thèse de la guerre civile. Là. Mais tu sais, c'est comme... C'est un personnage hautement polarisant, puis tu sais, quand même qui prend des décisions parfois complètement déraisonnables. Et l'autre élément, c'est évidemment la mésentente continue entre les démocrates et les républicains avec cette espèce d'histoire étrange aux États-Unis du plafond de la dette. Là. J'imagine que tu as entendu parler de cette expression-là. Les Américains ont un système qui fait que le Congrès doit fixer le niveau maximal auquel l'État peut s'endetter. C'est comme si toi puis ta blonde vous disiez on peut pas avoir plus que tant de dettes. Puis là, quand... Mais on s'entend pas, les républicains et les démocrates, comme moi puis ma femme. Il faut payer l'épicerie, là, puis là, vous êtes déjà au plafond de la dette, puis là, on peut pas manger. Tant qu'on s'est pas mis d'accord. Mais là, tu sais, c'est pas toi puis ta blonde, c'est des centaines d'élus, là, un petit peu tous carriéristes, un peu tous qui se regardent le nombril. Donc, il y a plein de jeux, des effets si tu veux mon vote, va falloir que tu me donnes telle affaire. House of Cards, finalement. Exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, cette histoire du plafond de la dette, là, qui finalement vient d'être réglée à J-1, là, en juin dernier, tu sais, ça met en péril la capacité du gouvernement américain, possiblement. Alors, encore une fois, le passage de triple A à AA+, encore une fois, ne change pas significativement la donne, mais ça change, ça donne un signal, si tu veux, au marché. D'autres pays sont dans la même situation. La France, tu sais, qu'on voit pas, tu sais, bon, il y a plein d'enjeux en France, là, les gilets jaunes, puis bon, le meurtre là, d'un jeune dans sa voiture récemment. Mais tu sais, fondamentalement, pour moi, comme économiste, quand je regarde ça, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce pays-là a une stabilité économique à long terme? Je pense pas que les États-Unis ou la France vont vivre un effondrement civilisationnel de sitôt. Est-ce qu'ils ont une capacité de prélever des impôts? On pense que oui. Fait que, à la fin, est-ce qu'ils vont être capables de payer leur intérêt sur leur dette? On pense que oui. Donc, encore une fois, c'est un indicateur. Mais si on compare ça, mettons, à la cote de crédit des gens, toi et moi, on a une cote de crédit. Je sais pas si tu as consulté la tienne récemment. J'imagine qu'elle est bonne. Je sais pas. J'ai pas eu besoin d'emprunter récemment. Quand tu oublies de payer ton cellulaire ou n'importe quoi à temps, puis je pense que c'est après un certain 2 ou 3 mois, là, mais après 90 jours, tu vas avoir un petit flag là, dans ta cote de crédit, puis éventuellement, ce chiffre-là va baisser. Ce qui fait que techniquement, quand tu vas aller emprunter pour acheter une maison, etc., la banque pourrait te demander un taux plus élevé. C'est la même chose des agences de crédit versus les États.
puis là, encore une fois, les États-Unis, je les mets de côté, mais un pays, mettons, tiers, là, qu'on connaîtrait moins bien, qui aurait une mauvaise cote de crédit, quand ils vont aller sur les marchés internationaux pour emprunter de l'argent, ben, ça se pourrait qu'on leur demande un taux d'intérêt plus élevé Vu qu'ils sont plus triple A. que du triple A. Ouais, Est-ce que notre code de crédit, on peut vérifier ça quelque part? Est-ce qu'il y a un site ou c'est juste, oui, mettons, les banques? Non, mais en fait, c'est pas les banques. Là. Au Canada, il y a 2 compagnies privées. D'ailleurs, on pourra faire un segment là-dessus. Mais Equifax et TransUnion. Là. Puis tu te rappelles, Equifax, dans la foulée du vol de données de Desjardins, là, avait été très, très occupé, très, très présent. En fait, c'est possible d'aller. Moi, en tout cas, je ne veux pas faire de promo pour personne, mais moi, je suis membre chez Desjardins. Quand je me connecte à mon accédé, j'ai un petit bouton « Vérifier ma cote de crédit ». C'est vrai. Et ça m'emmène dans une interface verte, mais qui va piger mes données chez Equifax, là, puis qui me donne mon chiffre. Puis c'est un chiffre qui va de 0 à 1000, là, mais je pense que théoriquement, tu peux pas avoir plus que 900 là, de la manière que c'est calculé. Puis je pense que si tu as quelque chose au-dessus de 650-700, tu es réputé avoir un pas mal bon crédit. Écoute, je savais pas qu'on avait accès à ça. On a accès à ça, puis je pense que c'est de plus en plus facile, justement. À une certaine époque, le monde, il y avait la cote de crédit, mais genre, limite, tu n'y avais pas accès. Fait que c'était comme un truc sur toi que tu n'avais pas le droit de savoir. Mais on est dans cette ère de la transparence des données, là. Ça fait que je pense de plus en plus, les gens qui gardent des données à ton sujet, puis à mon sujet, puis au sujet de n'importe qui, vont être dans l'obligation de rendre ça transparent pour la personne. Donc, les codes de crédit n'échappent pas à cette logique. J'imagine que j'ai un bon crédit si on m'écrit continuellement pour me faire augmenter ma limite de carte de crédit, mais j'en aurais plus besoin de cette limite-là, puisque maintenant, quand je vais aller chercher mon savoureux Wrap Matin du travailleur, je vais pouvoir payer avec la carte de crédit Tim Hortons. Je vais paraphraser mon comptable préféré. En a-t-on vraiment besoin de cette carte-là dans le panorama canadien? Donc, Tim Hortons qui lance là, en association avec ce qu'on appelle une FinTech. Là, c'est une entreprise de technologie financière qui s'appelle Neo Financial. Il lance une carte Mastercard sans frais annuels. Donc, tu peux obtenir là, en faisant une demande. Donc, c'est la Mastercard Tim Hortons. La Mastercard Tim Hortons qui s'intègre à l'application Tim Hortons. C'est comme, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Là. C'est dans Shakespeare, ça. Mais il y a quelque chose de bizarre. C'est Tim Hortons, donc, qui a son programme de fidélité, qui te lance une carte de crédit. Donc, il faut être membre de ce programme-là, Fidelitim, pour obtenir la carte. Fidelitim, brillant jeu de mots. Je pense que je vais sortir du studio. Mais c'est ça. Fait qu'il lance ça. C'est tout intégré. Évidemment, il y a un jeu là, dans les cartes de crédit, surtout des cartes de crédit à sans frais, qui vise à capturer tes données. Là, évidemment. Puis là, ils ont le programme de fidélité. Fait qu'ils savent où t'es, quand tu es, qu'est-ce que tu achètes, à quelle heure tu achètes, comment tu achètes. Puis après ça, ils vont pouvoir faire ça maintenant avec une autre source de données qui va être cette Mastercard, donc offerte par Neo Financial. Mais est-ce qu'on gagne quelque chose? On a-tu des Timbits quand, mettons, tu as tant de dollars d'accumuler, des choses comme ça? Non, mais pour vrai, je veux dire, le but des cartes, souvent, tu ramasses des points, Je suis très fan de cartes de crédit comme moyen de paiement. Je pense que je te l'ai déjà dit, mais justement, quand on compare tout ça, il faut comparer des pommes avec des pommes. Et donc, en l'occurrence, la carte Tim va offrir 5 points Fidelitim pour chaque dollar dépensé pour l'épicerie, l'essence, la recharge des véhicules électriques. Et donc, il y a évidemment Stéphane Desjardins dans le Journal de Montréal qui s'est amusé à comparer les programmes et c'est probablement la pire carte qui existe sur le marché par rapport à ses comparables qui compare avec la carte American Express Or de la Banque Scotia, la Mastercard BMO remise, la World Elite Mastercard de la Banque nationale, etc., qui sont des cartes qui offrent beaucoup plus. Et là, ce qui est particulier en plus de tout ça, Jean-François Barry, c'est que tu accumules des points Fidelitim. Fidelitim. Mais bref, et tu ne peux les utiliser que chez Tim. Ben oui! Ouais, mais c'est ça, c'est le double de l'arnaque. Donc, non seulement la rémunération de ton dollar dépensé n'est pas particulièrement avantageuse, mais toutes ces autres cartes que je viens de te nommer, sans choisir un favori, tu te prends une carte, tu gagnes des bonus dollars, tu gagnes des points avion. Tu peux prendre n'importe quoi avec ça. Parce que moi, personnellement, je vais te le dire, je rembourse ma carte avec mon argent. C'est un calcul très arithmétique. Je gagne à peu près 2% de toutes mes dépenses. Et à la fin, à 3 mois, je me rembourse une coupe, 100-200$ sur ma carte de crédit. C'est du free money. Ouais. Là, ce que tu gagnes le privilège de t'acheter des Timbits. Ouais, mais une rosette au miel ou...
Mais écoute, fait que, tu sais, je comprends qu'il y a des gens... Pense-y comme il on faut, a perdu Jean-François Barry. Pense-y comme il Je faut. vais reprendre- Tu peux soit avoir des points pour t'acheter de l'argent, payer ton hypothèque ou des rosettes au miel, des roues de tracteur. Je sais pas. En tout cas, Je sais pas si tu cumules assez de rosettes au miel, tu peux te construire une maison avec, là, une petite maison pour ton teddy bear, là, tu sais. En tout cas, tout ça pour dire... est-ce que l'autre question que je me posais, c'est est-ce que quand je vais aller chez Tim Hortons, le petit gars de 14 ans avec des broches qui me sert mon chocolat chaud un peu frais, c'est-tu lui qui va me vendre la carte en même temps en me proposant je sais la pas carte exactement de Tim comment va Hortons? se passer. Je te ferai le pari, j'ai pas vérifié, mais que tu peux probablement te connecter tout de suite à Internet et faire la demande en ligne. Et probablement qu'il va y avoir toute une campagne de vente de cette carte-là dans les magasins. Et c'est là, justement, où le, entre guillemets, le bas blesse. Il y a plein de gens qui vont chez Tim Hortons. Évidemment, c'est pas nécessairement le café le plus haut de gamme qui existe sur la planète, là, sans faire de diffamation. Et donc, tu as des gens, tu sais, qui vont là, qui vivent un peu là, etc., qui ont peut-être un petit tatouage Tim Hortons. Là, juste Les autres, ils vont la prendre la carte. Ils vont On fait prendre des la blagues, là, carte. mais il y a plein de monde qui Et vont la prendre. objectivement, c'est pas une très bonne carte, tu sais, sur les points. Encore Il y une a fois, mieux, en fait. qu'on puisse l'utiliser chez Tim ou pas, tu sais, tu fais des blagues, mais comme pour moi, je veux dire, objectivement, une carte qui te permet d'utiliser tes dollars ou tes bonus partout versus une carte qui t'oblige à l'utiliser dans un commerce, la carte qui te donne plus de flexibilité est objectivement meilleure. Tu sais, fait que je vois pas pourquoi quelqu'un qui sait compter voudrait une carte de crédit Mastercard Tim Hortons. Et bon, après, l'avantage qu'on peut voir peut-être, et ça, c'est pas exclusif à cette carte-là, mais la carte, elle va avoir une particularité, c'est que quelqu'un, un immigrant, un jeune, quelqu'un qui a un mauvais crédit pourra verser une garantie et obtenir la carte de crédit. Puis ça, c'est pas toutes les cartes qui permettent ça. Donc, mettons, tu as fait faillite l'année dernière ou tu viens d'arriver je sais pas, du Maroc ou tu as 14 ans, 16 ans, tu veux obtenir et tu n'as pas d'historique de crédit, possiblement que les banques ne veulent pas te consentir, tu peux déposer 500 $ et la carte Tim va te donner une carte de crédit de 500 $. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est un peu con, Ça te bâtit comme ça. crédit. Ça te bâtit un crédit. Puis là, dans 1 an, dans 2 ans, si tu as payé tous les mois, si tu as fait un usage raisonnable de ta carte, ben là, tu auras cet historique de 2 ans, puis là, ça sera plus facile d'avoir une carte plus normale, peut-être, et plus intéressante. Mais encore une fois, comme je suis assez sceptique on de ne se sent pas convaincu, on va se le dire. Je suis pas convaincu. Puis dernière chose, évidemment, comme toute bonne carte peu avantageuse, les taux d'intérêt, si vous ne payez pas la totalité de votre sol à tous les mois, 20,99 à 24,99. Quand même. Hein? Et pour les avances de Frix, si tu veux retirer de l'argent, 22,99 à 25,99. Donc, tu sais, entre nous, là, pas nécessairement le meilleur produit de crédit qui est apparu sur la surface de la planète dans les 20 dernières années. Non, puis il y en a d'excellents produits de crédit, puis honnêtement, il faut surveiller ça. Tu sais, l'autre fois, on s'est assis, moi et ma conjointe, puis là, on a réalisé que si on mettait l'essence sur telle carte, c'était plus payant que si on le mettait sur l'autre carte, parce que telle carte donne 2 % alors que l'autre donne 1 %. L'épicerie, la même affaire. Fait qu'on essaie maintenant d'être logique. C'est les mêmes cartes, les mêmes dépenses, mais il y a des cartes qui t'en donnent un peu plus à certains endroits. Dans cette période où les gens se sentent un peu coincés, honnêtement, tu sais, ça a l'air de rien, mais à la fin de l'année, là, calcule combien tu mets en épicerie. Tu sais, je sais pas, je suis pas comme M. Couillard, là, je pense pas que ça coûte 70 $ par semaine. Là. Je te confirme. Mettons que ça coûte 200 $ par semaine, il y a 52 semaines dans l'année, c'est 10 000 $. Fait que la différence entre 2 et 4 % de cashback, c'est 200 $. Pas imposable, hein, à la fin de l'année. C'est une semaine ça, d'épicerie. c'est l'épicerie. C'est une semaine d'épicerie, mais là, mets ton essence sur la meilleure des 3-4 cartes. Mais chacune de tes dépenses, tu les optimises à la fin de l'année. Tu peux te retrouver avec un cadeau, juste à jouer les bonnes cartes au bon endroit, un cadeau de 3, 4, 500 $, juste à vivre ta vie. Là. Fait que, honnêtement, oui, dans une période difficile économiquement, c'est sûr que d'être smart à propos des cartes de crédit, puis surtout, de grâce, les payer à la fin du mois. Ah, ça, c'est parce que là, la base. c'est bien beau de gagner 100 $, mais si tu payes 600 $ d'intérêt de l'autre côté, c'est moins gagnant. Mais 2-4 % ou la patate en extra, c'est un passé. J'ai très hâte à la carte de crédit McDonald's. Je pourrais me prendre un petit matin. C'est la prochaine étape. Francis Gosselin, c'était très intéressant. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Salut.